Thérèse, vous êtes journaliste et écrivain, et là c'est plutôt le journaliste qui est sous les feux de la rampe, avec la sortie de votre dernier ouvrage, Mon Tour du Monde. J'aimerais par contre commencer plus par votre activité littéraire, si vous voulez bien. Et pour cela, je vais quand même retracer brièvement les éléments importants dans votre vie et surtout dans votre enfance, parce qu'on les retrouve presque toujours dans vos romans. Donc, pendant une dizaine d'années, vous avez vécu seul avec votre mère. Puis, parce que votre père n'a pas pu vous reconnaître, et vous ne l'avez rencontré qu'à l'âge de 17 ans, votre père, qui s'appelle Maman, et qui était obstétricien. Donc, par contre, à l'âge de 10 ans, vous avez été adopté par votre père Michel, qui vous a donné le nom de Fotorino, et qui était kinésithérapeute. Tous les deux étaient dans des professions médicales. Alors donc, il y a une double filiation, bon, des racines méditerranéennes évidentes, une double filiation, et la question de la transmission de la filiation, de la paternité, sont vraiment des thèmes récurrents. Marie-Thérèse en a parlé, il y a 2 livres qui sont vraiment autobiographiques et qui sont des hommages à vos pères. Je crois que vous n'employez jamais le terme beau-père, ce sont tous les 2 vos pères. Et vous avez écrit, je ne sais plus dans quel ouvrage, comme on aime plusieurs enfants, on peut aimer plusieurs pères. Est-ce que vous voulez un petit peu commenter cette belle phrase? Oui, elle est d'autant plus belle qu'elle n'est pas de moi, elle est de mon père. Elle est de Maurice Maman, effectivement. D'abord, bonsoir à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureux d'être là. Et j'aime beaucoup, à l'occasion d'invitations comme ça dans les régions, pouvoir aller au-devant du public et essayer de raconter un peu mieux ce que je fais, et puis de jeter une lumière peut-être un peu plus directe sur mes livres, même s'il est toujours un peu difficile en réalité d'expliquer ce qu'on fait quand on écrit, comment ça vient, comment on le fait, etc. Alors, vous l'avez dit, il y a une double filiation, et c'est vrai que j'ai été un enfant qui pendant 10 ans a porté le nom de sa mère, et qui ensuite a porté un autre nom, un nom de la Méditerranée, Fotorino, un nom qui vient de la Sicile, qui a migré en Tunisie, et puis qui ensuite est revenu vers la France. Et puis je me suis rendu compte à 17 ans que j'aurais pu porter un autre nom encore, qui est le nom de Maurice Maman, qui s'écrit comme maman. Donc c'est assez particulier de se dire que son père s'appelle Maman, et qu'on ne le connaît pas, et qu'en plus son métier c'est de mettre au monde des enfants. Il en a mis 20 000 au monde, sauf moi. Et donc je pense que j'étais un bon gibier pour les psychanalystes et tout ce qui gravite autour. Et je dirais presque un peu brusquement, comme je ne souhaitais pas ça, j'ai écrit et que je me suis fait moi-même ma psychanalyse. Mais disons que ces 2 livres dont vous parlez sont des livres qui sont à la fois très différents, parce que l'un s'adresse à un mort, mon père Michel Fotorino, qui s'est donné la mort il y a 4 ans, et alors que Question à mon père s'adresse à un vivant. Et je peux vous dire que c'est très différent d'écrire pour quelqu'un qui n'est plus là, et qui n'est plus là de façon très brutale, très violente, et d'écrire un livre pour quelqu'un qui est encore là, même si il est atteint d'une maladie qui fait qu'il ne restera sûrement pas très longtemps là, mais en tout cas, même s'il a été tard dans nos retrouvailles, dans l'idée d'une compréhension mutuelle, il n'a pas été trop tard, et ça c'est évidemment très important. Donc, et c'est un jour, Maurice Maman, on a correspondu, il vit à Toulouse, enfin à côté de Toulouse, et moi j'étais à Paris à l'époque, et directeur du journal, donc j'avais pas un temps infini à consacrer à ça, évidemment. Donc je lui ai envoyé des mails, comme il passait beaucoup de temps derrière son ordinateur, et un jour je lui ai demandé ce que c'était pour lui d'être juif, parce qu'en fait c'était le nœud de l'affaire. C'est un homme qui n'a pas pu être mon père parce qu'il était étranger, il était marocain, il est marocain, et il était juif. Donc c'était, j'allais dire, la double peine pour, dans les années 60, au début des années 60, d'avoir rencontré une jeune femme qui était ma mère à Bordeaux, qui avait 17 ans, et qui était d'une famille catholique, et moi je suis le fruit d'une certaine manière d'une guerre de religion, quoi. Ça a été un peu, et d'ailleurs d'avoir vécu à La Rochelle, qui a été une guerre plutôt, une ville, au lieu des guerres de religion, dans ma vie, ça n'a pas été un hasard, il n'y a jamais de hasard finalement, même si là il s'agissait de protestants et de catholiques.
Bref, donc j'ai mis du temps, quand j'ai eu 17 ans, un jour j'ai pris un train, parce que j'ai appris l'identité de cet homme. Il était rentré en France, enfin il était venu vivre en France, il avait quitté le Maroc 3 ans plus tôt, et je l'ai vu pour la première fois, et je l'ai vu tout simplement. J'ai eu l'impression très étrange de me voir dans un miroir qui aurait non pas déformé, mais qui aurait vieilli, qui m'aurait vieilli, dans cette espèce de gémellité assez incroyable, qui est encore plus fort d'ailleurs même aujourd'hui. Puisqu'on est tous les deux champions du monde dans la calvitie, donc ça fait une sorte de jeu de miroir incroyable. Mais entre 17 ans et 40 ans, en gros, je n'ai pas cherché à le connaître. Il m'avait dit pourquoi il n'avait pas pu être mon père. Je m'étais à peu près contenté de son explication, mais au-delà de ça, j'avais cette difficulté d'une double loyauté. La loyauté avec Michel Sotorino, qui m'avait tout donné, qui m'avait donné son nom, qui m'avait donné, j'allais dire, son histoire et sa géographie de la Tunisie, du soleil. Je me suis vraiment accaparé la Tunisie. J'ai l'impression que j'étais une sorte d'outre vide dans lequel un petit garçon ordinaire et qui tout d'un coup rencontrait une histoire extraordinaire, celle d'un homme qui était venu de l'autre côté de la Méditerranée, etc. Et donc, quand vers 45 ans, j'ai commencé à avoir des liens, à renouer des liens avec Maurice Maman, et que j'étais j'allais dire en âge, la vie avait passé, les choses s'étaient décantées dans mon esprit, à écouter son histoire, j'ai compris toutes les raisons qui avaient fait qu'il n'avait pas pu m'élever, et donc je n'ai pas été dans la rancœur du tout, j'ai été plutôt dans une sorte de tristesse liée au fait que c'était des destins qui s'étaient brisés, et ça m'a d'ailleurs toujours laissé presque épidermiquement ou intuitivement une méfiance vis-à-vis des religions, dans ce qu'elles peuvent avoir de sectaire ou de refermant ou de repoussant l'autre quand il est différent. Et donc cette phrase que vous citez, c'était pour répondre à votre question, on peut aimer plusieurs enfants, on peut aimer deux pères comme on peut aimer plusieurs enfants, c'est qu'en effet ce sentiment de double loyauté ou de trahison, d'aimer l'un aurait peut-être impliqué de ne pas aimer l'autre ou de trahir l'autre, que je m'étais interdit d'une certaine manière. Tous ces murs-là, toutes ces digues-là ont rompu, et j'ai finalement réussi, mais il a fallu du temps, il a fallu un demi-siècle quasiment, à faire la place à chacun. Chacun n'a pas la même place, mais ils ont leur place. Et je crois que c'est ça qui fait aussi, je pense, un peu le sel de la vie, et puis les chances qu'on peut avoir aussi, qu'on se donne, c'est quand on commence à comprendre l'autre dans ses contradictions, dans ses limites, et qu'on arrête de juger pour à un moment donné essayer de comprendre. Et c'est un peu ça le chemin que j'ai fait, et dans Question à mon père, pour ceux qui connaissent ce livre, c'est un livre assez difficile parce que au départ, je lui en veux, je suis indifférent, et puis au fur et à mesure, j'arrive à renouer des choses plus proches. Mais c'est vrai que je suis construit par cette absence qui s'est comblée au fur et à mesure par un autre, qui était mon père adoptif, et qui après, j'ai l'impression d'avoir eu un père pour le début de la vie, qui était Michel, et un père pour la fin ou la suite, en tout cas, qui est Maurice. C'est comme ça que j'ai pu essayer de trouver une forme d'équilibre et échapper au divan et à tous aux médicaments, et toutes ces choses-là. Ce sont deux livres différents, et ce sont deux livres d'hommage, quand même, à vos pères. Dommage, vous l'écrivez comment? Les apostrophes. Vous jouez énormément sur les mots dans tous vos livres, ça c'est... Oralement aussi, mais alors dans vos livres, les jeux de mots, c'est... Oui, alors si vous voulez, c'est évidemment pour s'amuser, mais c'est vrai que pour moi, j'ai toujours été sensible aux malentendus. C'est-à-dire que quand ma grand-mère disait de moi que j'étais un enfant débrouillard, quand j'étais enfant, parce que je me débrouillais bien pour traverser Bordeaux, pour remettre ma chaîne quand elle avait sauté. Moi, j'entendais débrouillard en deux mots, et avec le sentiment qu'en effet, j'étais un enfant qui était au milieu des brouillards parce que j'étais environné du silence sur mes origines, sur mon identité. Et c'est seulement plus tard que j'ai appris que ma grand-mère n'avait pas voulu du fils du juif, comme elle n'avait pas voulu du juif, en l'occurrence de Maurice, alors que je l'ai aimé beaucoup, et j'ai l'impression qu'elle m'a extorqué cet amour, parce que finalement, si j'avais su... alors on ne peut jamais regretter d'avoir aimé quelqu'un, évidemment, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle a profité de mon enfance, de l'innocence qu'on peut avoir quand on est enfant, pour orienter sur elle des sentiments que probablement je ne lui aurais pas donné si j'avais su un peu le contexte général, quoi. Donc dommage.
Des hommages, en dehors de ces livres autobiographiques, vous en rendez beaucoup à vos pères, presque dans tous vos romans. Il y en a un qui m'a paru un petit peu à part, c'est Un territoire fragile. Et il y a un personnage de femme blessée, de femme battue. D'abord, il se situe en Norvège, et c'est quand même assez étonnant. Je pense que c'est le seul que vous avez situé dans un pays nordique. Oui, c'est le seul, oui. Oui. Et là, il y a un personnage magnifique de kinésithérapeute qui s'appelle, enfin, qui est surnommé l'accordeur. C'est vraiment splendide. Là, tous les kinésithérapeutes devraient lire ce livre. C'est vraiment. J'en ai extrait une phrase que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. C'est le père du kiné, qui est lui-même kiné, qui parle à son fils et qui lui dit: à tes mains de voir, lis les peaux en aveugle, tes mains doivent être aimantes. Je veux dire avoir la force des aimants. Les meilleures mains perçoivent le langage des territoires cachés. Et vraiment, c'est un personnage superbe qui n'arrive pas à raccommoder cette femme qui a vraiment subi des choses trop dures, mais qui fait tout son possible. Je l'avais mis un petit peu à part, celui-là, il me semble un petit peu à part. Alors là, on est vraiment complètement dans le roman, hein, c'est vraiment un roman. Simplement, je pense que dans tous mes romans, il y a des personnages qui ressemblent à des êtres que j'ai pu connaître ou que j'ai pu aimer. Et en l'occurrence, cet accordeur de corps qui essaie de réaccorder les corps comme on réaccorde un piano. Mon père m'a beaucoup inspiré, ce personnage. Même si quand j'ai écrit ce livre, je ne pensais pas spécialement à lui, mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, tout mon savoir, tout le savoir de ce personnage sur le corps humain, sur les muscles, sur les nerfs, sur tout ça, je le savais parce que j'avais tant de fois entendu mon père en parler, je l'avais tant de fois vu faire, y compris sur moi, puisque quand je courais à bicyclette, le privilège qui était le mien, c'est que quand je faisais plus de 100 km, j'avais le droit à un massage. Et donc, quelquefois, je trichais un peu, je dis oui, j'ai fait 100 km, j'en avais fait un peu moins. Mais, et je me souviens de lui quand j'arrivais dans sa salle de kiné à La Rochelle, et en général, il me prenait entre deux de ses patients, où j'attendais la fin de la journée, et donc je l'entendais, j'étais dans une salle à côté, et je l'entendais parler aux personnes qui soignaient, qui l'aidaient, comment il les aidait à remarcher après une opération, ou à tendre un bras, ou à plier un genou, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il m'a appris la géographie. Et je me suis aperçu que tout ce savoir, je ne l'ai pas appris au sens, j'ai jamais pris de notes, mais le jour où j'ai composé un personnage comme l'accordeur de corps, j'avais tout ce savoir qui était là, qui était arrivé presque à mon insu, comme vous savez, mon père il faisait des massages avec de l'huile d'amande douce, c'était comme une huile d'amande douce qui s'était répandue en moi et qui faisait qu'au moment d'écrire, j'avais toute cette sensibilité propre à quelqu'un qui touche la peau des autres. C'était une imprégnation. Exactement, c'était une imprégnation. J'avais envie aussi de citer brièvement le livre Caresse de rouge. Je me souviens qu'à l'époque, on en avait quand même beaucoup parlé, parce que c'est un livre qui a fait beaucoup réagir. Oui. Un livre dont on a souvent dit qu'il était dérangeant, et c'est vrai que l'amour fou de ce père pour son fils, là il y a une inversion des rôles, puisque c'est un père qui vit seul avec son fils, qui l'élève seul. Et j'avais relevé cette phrase: le fils d'une femme seule n'a pas le droit d'être un enfant. Oui, ben oui, c'est vrai que, comment dire, c'est embarrassant pour moi parce que d'abord je me relis jamais, j'écris et puis après c'est publié et puis je passe à autre chose et c'est très difficile d'expliquer ce qu'on a écrit en réalité. Pourquoi j'ai écrit ça? La réalité, je pense, puisqu'il faut essayer d'être rationnel sur quelque chose qui ne l'est pas, ce que je veux vous dire, en fait, c'est comme si, vous voyez, je suis venu ce soir, je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Et c'est comme si vous étiez, chacun d'entre vous, une page blanche sur laquelle je vais laisser des mots, et puis ces mots, dans une heure et demie, je ne sais pas ce que je vous aurais dit exactement. J'espère que je vous aurais dit des choses intéressantes, mais ce que je veux essayer de dire à travers votre question qui m'embarrasse, c'est que j'écris comme un animal, c'est-à-dire que j'écris avec de l'instant. Il y a des choses qui me viennent, je ne sais pas 5 minutes avant que je vais les écrire. Et ça veut dire que 5 minutes après, je ne suis même pas sûr de les avoir écrites.
Et donc je ne vous dis pas 5 ans après ou 8 ans après. Mais donc si j'essaie maintenant, une fois que je vous ai dit ça, de trouver une explication de l'ordre rationnel à quelque chose qui ne l'est pas, je pense que ce que j'ai voulu exprimer là, c'est l'idée que quand vous êtes avec un adulte qui n'est pas heureux, forcément vous êtes comme une serviette éponge dans une salle de bain. Et donc c'est sur vous que toute l'eau vient. Donc voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Et je pense que il y a beaucoup d'enfants dont les parents veulent l'enfance parce que les parents sont eux-mêmes encore restés des enfants. Et que normalement on ne peut pas être enfant en même temps, les parents et les enfants. Et quelquefois, il y a des parents qui deviennent les enfants des enfants. Et je ne parle pas à 90 ans, je parle dans la vie, et qui submergent leurs enfants de tout un tas de choses que les enfants devraient pouvoir arrêter, mais il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière ni à la malveillance, ni au chagrin, ni aux choses qui submergent tant un père ou une mère quand il est seul avec un enfant que l'enfant ne peut pas se protéger, s'immuniser face à ça. Donc c'est vrai que ce roman Caresse de rouge, où cet homme vit seul avec son petit garçon, ça je me souviens bien de l'histoire quand même, et donc il a rencontré une femme qui un jour, et ils ont décidé d'avoir un enfant ensemble, et elle lui a dit le jour où il marchera, je partirai. Et lui n'y croit pas trop, mais en fait le jour où l'enfant traverse le salon, c'est à la fois un jour de joie parce qu'il marche, et c'est un jour terriblement triste parce que sa mère s'en va. Et tout le roman, c'est comment ce père va essayer non seulement d'être le père, mais aussi de devenir une mère. Et évidemment, c'est très casse-gueule, si j'ose dire, de faire ça. Et donc, Caresse de rouge, alors c'est un roman assez étonnant pour moi, dans son destin, dans sa destinée. Je veux dire par là que ça a été mon premier roman chez Gallimard, dans la couverture blanche, qu'Antoine Gallimard lui-même a choisi, alors que son comité de lecture était très tranché. Il y avait ceux qui en voulaient plus que tout, et il y avait ceux qui n'en voulaient pas du tout. Et Antoine Gallimard, que je ne connaissais pas du tout, l'a lu et m'a téléphoné un jour pour me dire, écoutez, si vous n'avez pas encore choisi d'aller chez Grasset ou au Seuil, je serais très heureux de le publier. Et évidemment, je suis venu avec cette envie qu'il avait, m'a porté. Et c'est un livre qui aujourd'hui est traduit dans 15 langues, et qui est notamment traduit en Corée. Et c'est un cinéaste qui s'appelle Lee Chang-dong, qui a fait un film il y a 3 ans qui s'appelle Poetry, qui était un très beau film, qui a été primé à Cannes, qui va tourner Caresse de rouge l'été prochain à Séoul. Donc c'est un livre très transgressif, c'est une transgression. Il y a des moments quand j'écrivais ce livre, je me souviens que ma main tremblait, parce que je savais que ce que j'étais en train de raconter, et que ça me surprenait, parce qu'encore une fois, 10 minutes avant, je ne savais pas que j'allais raconter ça. Je pense que quand j'écris des romans, je suis toujours surpris par ce que j'écris. Et je pense que je ne les écrirais pas s'ils ne me surprenaient pas moi-même. Il n'y a jamais un plan construit, il n'y a jamais, tout n'est pas programmé. Il y a une idée générale, sûrement. Et encore, il y a une phrase de Proust que j'aime beaucoup qui dit « Une idée générale dans un roman, c'est comme un bel objet sur lequel on aurait laissé une étiquette du prix. » Mais c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose de vaguement présent de l'histoire, presque un climat, une couleur. Et je suis cette couleur, ou je suis ce climat. Mais factuellement, je ne sais jamais ce qui va vraiment arriver tant que je ne l'ai pas écrit. Et ça m'amène d'ailleurs à penser aujourd'hui que j'ai passé 50 ans, que j'ai l'impression que rien ne m'est vraiment arrivé dans la vie tant que je ne l'ai pas écrit. Et ça, c'est quelque chose qui, quand vous le comprenez, quelquefois vous pouvez ne jamais avoir cette sensation. Et j'allais dire, la vie est belle, parce que du coup, vous ne passez pas des années et des années à écrire des livres, ce qui est quand même se retrancher aussi du monde. C'est se couper, enfin c'est comme une apnée. Et du coup, d'avoir compris que pour moi, écrire, c'était une manière de vivre, tout en se retirant de la vie, c'est ça le paradoxe, eh bien ça m'a fait comprendre aussi que mes romans surgiraient toujours de façon un peu inattendue, y compris par surprise vis-à-vis de moi-même. Voilà ma réponse à votre question. Certains de vos ouvrages sont des documentaires, enfin nous, en tout cas, on les classe comme documentaires, et ils sont issus de vos articles, de vos recherches sur l'agriculture, sur l'économie, sur l'Afrique, plusieurs ouvrages. Il y en a qui font le lien, la passerelle entre ces deux catégories. Nord-Est donc parle du Brésil, il est très documenté, mais c'est un roman pur. Et puis quand on lit Mon Tour du Monde,
c'est très intéressant de voir comment vous sont venues certaines idées de romans. Par exemple, vous aviez vous aviez mené une enquête sur la disparition d'une jeune femme après un incendie. Elle était partie pieds nus, ça n'a jamais été élucidé. Et c'est un des thèmes déclenchants d'un de vos romans, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est lequel? C'est Caresse de rouge. Non, c'est pas Caresse de rouge, c'est... Il y a des deux, il y a un des éléments de ça dans Caresse de rouge. Oui, l'assureur, oui, voilà, c'est ça, c'est dans Caresse de rouge. Et l'incendie, oui. Et on pourrait penser qu'il y a aussi quelques éléments dans BD de cinéma. Mais c'est surtout dans Caresse de rouge qu'en effet, cet incendie qui se déclare et cette femme qui disparaît a été un élément déclencheur de Caresse de rouge. Et puis... en tant que journaliste, vous aviez fait une enquête, vous aviez écrit des gros articles sur le cerveau, oui. Et je me demandais si c'était ça qui vous avait donné l'idée de Korsakov. Très bonne question. Et alors ça, je peux y répondre de façon rationnelle, puisqu'il s'agit du cerveau. Alors, oui et non. Alors, c'est pas que parce qu'on est en Normandie que je réponds ça, mais je voulais écrire depuis très longtemps, à l'époque où j'ai écrit mon premier roman qui s'appelait Rochelle. Je voulais écrire un roman autour de l'identité, de mon identité, mais au-delà de ça, de questionnement sur tout simplement qui est-on et comment devient-on ce qu'on devient, ce qu'on est, etc. Et au départ, je voulais écrire ce roman en partant de l'histoire de mon grand-père adoptif, qui était un homme du sud tunisien, qui a été maire d'une grande ville en Tunisie qui s'appelle Gafsa. Et je voulais essayer de raconter sa légende, comment il était devenu ce qu'il était devenu. Et puis j'ai écrit pendant plusieurs années un texte, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce texte n'était pas mon projet, que c'était pas ça que je voulais faire en réalité. Et donc ça m'a beaucoup remué. Je me suis dit, toutes ces pages écrites, j'avais écrit quasiment 300 pages sur cette histoire, et je me suis rendu compte qu'elle ne m'intéressait plus vraiment, en tout cas comme ça. Et je ne savais pas bien comment me sortir de ça, d'autant que j'avais beaucoup interviewé mon grand-père et je me sentais un peu coupable de ne pas aller au-delà, alors que lui, d'une certaine manière, même s'il ne m'en disait rien, attendait évidemment le jour où je publierais ce livre. Et puis, j'ai fait en effet cette enquête sur le cerveau. Et à ce moment-là, je m'étais dit pourquoi ce récit sur mon grand-père en Tunisie m'intéresse moins, parce que j'étais pas dedans. Parce qu'il n'y avait pas l'enjeu qui était au fond très important pour moi, c'est comment je pouvais me relier à cet homme qui lui avait une identité très forte, très campée, et incontestable, alors que moi je n'en avais pas, où elle était si fragile, si discutable, qu'elle était un peu comme une flamme sur une bougie qu'un coup de vent pourrait éteindre. Et donc lorsque j'ai compris ça, je me suis dit mais comment m'inscrire dans un récit qui parle d'un homme dans les années 50 qui chevauche son petit cheval arabe dans le Chott El Djerid, qui a affaire avec les Félagas en Algérie, à la frontière tunisienne, etc. Je ne voyais pas comment je pouvais faire ça. Jusqu'au jour où, en effet, travaillant sur le cerveau humain, pour Le Monde, j'ai publié une enquête assez longue, parce qu'elle a représenté 10 pages du Monde, 5 fois des doubles pages, dans les milieu des années 90. Je suis tombé, un peu par hasard, sur ce qu'on appelle le syndrome de Korsakov, qui est un syndrome de dégénérescence cérébrale, qui n'est pas comme Alzheimer, qui fait que vous perdez vos souvenirs et vous réinventez une biographie. Vous devenez un autre. C'est-à-dire que si vous avez lu un livre passionnant sur Magellan ou Christophe Colomb, vous pouvez tout à fait dire à votre médecin, et de façon très crédible, que vous êtes Christophe Colomb, que vous êtes Magellan. Et donc, quand j'ai eu conscience de l'existence de cette maladie, de cette affection cérébrale, j'ai été un peu comme Archimède qui dit Eureka, qui mais oui, c'est ça. Et donc j'ai tout rebâti ce roman en inventant un personnage qui est neurologue lui-même à Palerme et qui diagnostique sur lui la maladie de Korsakov, qui sait de quoi il souffre. Et au lieu de lutter contre sa maladie, au contraire, il va devenir le complice de sa maladie. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que Korsakov lui dévore tout ce qu'il a de noir dans ses souvenirs, pour devenir, justement, une fois que Korsakov aura dévoré toute cette souffrance,
de sa vie, il deviendra ce cavalier magique et magnifique dans le soleil de la Tunisie. Donc là, je tenais quelque chose, un argument romanesque très fort. Donc je me suis remis au travail pendant des années, et tout ça, parce qu'en fait, entre le début de Korsakov et la parution, il s'est passé 15 ans quand même. Donc j'ai réécrit tout, j'ai réécrit les pages sur mon grand-père en Tunisie, et surtout, je les ai fait précéder d'un récit à Palerme, d'un médecin, qui perd la mémoire et qui perd ce qu'il est, et qui d'ailleurs engage un tueur pour le jour où il sera arrivé au bout de son chemin, que le tueur fasse son travail. Mais une fois que j'ai eu écrit ça, je n'étais pas encore complètement satisfait. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais j'étais dans une sorte d'évitement. C'est-à-dire que je voulais que ce médecin, François Signorelli, dans le livre, oublie son passé, mais le lecteur ne savait pas quel passé il voulait oublier. Voilà. Et alors ça, pour moi, ça a été un choc, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il oublie son enfance. Il fallait qu'il oublie le plus noir de son enfance. Et évidemment, ça retentissait tellement dans ma propre vie, dans ma propre histoire, que j'approchais. C'est comme quand les jeux d'enfants, on dit tu brûles, tu brûles. Et là, je me suis rendu compte que cette histoire que j'avais prise complètement à l'envers me brûlait. J'arrivais au point qui brûlait. Et alors, ce qui peut paraître fou aujourd'hui de raconter ça, mais à l'époque, j'étais chroniqueur au Monde. J'écrivais tous les jours la chronique de dernière page du Monde, entre 7h du matin et 9h du matin. Et d'écrire cette chronique me mettait dans un tel stress qu'une fois que j'avais envoyé à la rédaction en chef que ma chronique était validée et que ça y était, je pouvais fermer le rideau pour la journée. J'étais dans un état particulier, et en un mois, j'ai écrit la première partie de Korsakov sur mon ordinateur, alors que j'écrivais toujours à la main mes romans, comme si j'avais, comme vous savez, un TGV qui rentre dans un tunnel. Il fallait que ce soit rapide. Donc l'enfant qui parle, je le fais parler à la troisième personne. C'est pas lui, il dit pas je, il dit il, et qui est le héros qu'on va retrouver à Palerme et qu'on va retrouver métamorphosé en Tunisie. Et donc pour que vous compreniez, donc il s'est passé 15 ans, j'ai fini donc en 2004, je l'ai publié en 2004, mais pour que vous compreniez, donc la partie de la Tunisie et de mon grand-père adoptif, qui était la matrice, est devenue la dernière partie du livre, la partie à Palerme est devenue la deuxième partie du livre, et la partie à Bordeaux de l'enfance est devenue la première partie du livre. Et je les ai recousus d'une certaine manière avec des mots. On dit quelquefois, il y a une phrase de Julien Green que j'aime bien qui dit « les idées volent et les mots vont à pied ». Et effectivement, les mots sont toujours un peu lents, un peu maladroits, et quelquefois ils dérapent un peu. Et donc, j'ai essayé de recoudre cet ensemble. Alors, j'avais fait écrire à l'arrivée plus de 1000 pages, et le livre a publié, il en fait 550. Donc j'ai abandonné en route, j'ai supprimé l'équivalent d'une page sur deux. Voilà, mais ça a été en effet ce déclencheur, ça a été le syndrome de Korsakov, qui était une note de bas de page dans un document scientifique que j'ai lu pour cette enquête pour Le Monde. Voilà. Alors, pour en revenir à votre biographie, vous avez fait des études de droit, et puis vous avez fait Sciences Po, et vous vous êtes dit je vais devenir journaliste. Oui. Vous aviez entre-temps, vers l'âge de 20 ans, renoncé à une carrière de coureur cycliste. À une grande carrière de coureur. Personne n'en doute. Et vous avez écrit, ça c'est dans mon tour du monde, « Le virus du journalisme m'avait attrapé, je me croyais vacciné avec un rayon de bicyclette, c'était à la plume trempée dans l'encre que je m'étais tatoué. » Donc le tatouage là, c'est sérieux. Indélébile, oui. Oui. Indélébile. Oui, c'est vrai que le journalisme